Bonsoir à toutes et à tous et merci donc de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président du Somalilandais donc a poursuivi sa visite de travail durant son séjour à Djibouti. Et victoire donc historique de Djibouti contre l'Eswatini, 2-1. Et Giuseppe Conte forme un nouveau gouvernement concernant l'actualité italienne. Bonsoir à tous. Le président du Somaliland, Moussa Bihi, et sa délégation ont effectué donc des immersions successives hier au sein des différentes infrastructures de la société Djibouti Telecom pour prendre connaissance des technologies mises en œuvre. Des visites qui ont conduit le président Bihi et sa délégation dans les locaux de la station d'atterrissement des câbles sous-marins de télécommunications et du centre des données du data center en anglais situé à Haramous. Sur place, ils ont été accueillis par le ministre de la Communication, Radouane Abdullahi Bahdon, et du directeur général Mohamed Assoui Bouh. Ils ont suivi donc les explications du directeur général sur les nouveaux pôles d'expansion commerciale de Djibouti Telecom, et ce, faut-il le préciser, avec le double aval de son ministère de tutelle et du gouvernement. Il s'agit de tirer profit par ce billet du formidable développement du marché des télécommunications à l'échelle régionale et mondiale, rappelant que l'opérateur national des télécommunications a fait sien le choix de créer une activité de transit de capacité et de données à l'international. L'offre de services cible donc les opérateurs de la région. Elle conforte Djibouti Telecom dans sa vocation et donc de hub régional de télécommunications. Le président de Somaliland, accompagné de sa délégation, s'est rendu à la gare de Nagad. Sur place, ils ont été accueillis par le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed, et par le directeur général des chemins de fer, Mahmoud Roblé. Là aussi, le président Bihi et sa délégation ont suivi les explications du directeur général sur la mise en place ou en service de la nouvelle ligne électrifiée des chemins de fer reliant l'Éthiopie à Djibouti. Le directeur a indiqué que l'infrastructure ferroviaire facilite depuis l'acheminement des biens et des services dans les deux sens. Elle permet de réduire le trajet à une seule journée, tant mieux donc dans la mesure où l'Éthiopie dépend en effet en grande partie du port de Djibouti pour ses exportations et importations. La visite s'est clôturée par la prise d'une photo de famille. Et le président somalilandais Moussa Bihi s'est exprimé au micro de la presse sur ses visites au cours de son séjour à Djibouti. Le président a souligné que le peuple djiboutien, malgré son petit territoire par rapport à d'autres pays d'Afrique, s'est donné comme ambition de servir les grands pays avec ses architectures portuaires, mais aussi sa zone franche internationale qui est la plus grande en Afrique. Peu de pays au monde se donnent cette volonté et cette ambition. Tout cela a été possible parce que Djibouti a fait de la paix le socle de sa politique, tandis que notre pays d'Afrique connaissent des drames depuis longtemps. Ce n'est que donc lorsqu'une personne vit en paix qu'elle peut tracer son avenir. J'ai visité, a-t-il dit hier, la zone franche internationale qui est un projet titanesque avec pour objectif de servir toute l'Afrique. Cela traduit aussi que Djibouti passe du niveau national pour servir au niveau continental. Balai diplomatique ce matin à la primature où le Premier ministre a reçu successivement les ambassadeurs du Yémen et de la France et la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti. En premier lieu, l'ambassadeur de la République du Yémen à Djibouti, Abdallah Moslem Al-Sokhotri, et le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois. La visite de courtoisie donc de l'ambassadeur du Yémen intervient alors que ce pays traverse des moments difficiles à cause du conflit qui a débuté en 2014. Le Premier ministre a reçu en audience donc et le nouvel ambassadeur de la République française par la suite, Arnaud Guillois.
Et à noter que le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, a pris part à cet entretien. Ayant pris ses fonctions le 17 août dernier, le nouvel ambassadeur de France entame sa tournée donc, de prise de contact avec plusieurs hautes autorités du pays. Et au cours de cette visite de courtoisie à la primature, M. Guillois s'est dit heureux d'être nommé ambassadeur à Djibouti après la visite historique du président Macron à Djibouti à un moment où on observe une forte dynamique dans la coopération multifonctionnelle franco-djiboutienne. Et donc c'est un grand honneur, donc, a-t-il dit, de servir mon pays à Djibouti, où ma mission consistera à poursuivre la lutte donc, contre le terrorisme et à maintenir les relations entre les deux pays à un niveau d'excellence. Et outre les ambassadeurs, le Premier ministre a reçu également la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson. Après avoir souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante, le Premier ministre s'est réjoui du partenariat qui existe entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et Djibouti, notamment dans la promotion des jeunes et de nombreux autres domaines. Il a aussi assuré la nouvelle représentante de la disponibilité du gouvernement de Djibouti à faciliter le travail et les activités de l'UNICEF à Djibouti. Et pour la nouvelle représentante de l'UNICEF, donc, Melva Johnson, elle a assuré le Premier ministre de sa volonté de soutenir donc l'effort gouvernemental dans la protection sanitaire et la protection des jeunes enfants. Dans son agenda de ce 5 septembre, principalement axé sur la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a dans un premier temps reçu dans le salon d'honneur de la représentation nationale l'ambassadeur du Yémen, Abdallah Moslem. Cette rencontre s'est déroulée en présence du conseiller donc, du président aux affaires arabes. Ces entretiens ont porté donc, sur l'état des lieux des relations bilatérales entre les deux pays frères, Djibouti et le Yémen, ainsi que sur des sujets d'intérêt commun, notamment sur la scène régionale du Golfe d'Aden et de la mer Rouge. Le président Hamed s'est d'abord renseigné de la situation actuelle au Yémen qui inquiète la communauté internationale et a fortiori donc l'Oumma arabe et musulmane dont nous faisons partie. Et donc le président Hamed a reçu par la suite la visite de l'ambassadeur Ahmed Abdel Sobhi, ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti, actuellement en fin de mission. Clôturant la réunion, le président Hamed et l'ambassadeur Sobhi ont souligné l'importance du volet parlementaire de la coopération entre les deux pays comme facteur de rapprochement entre les institutions législatives à travers notamment les échanges et d'expériences, d'informations, de la contribution des groupes parlementaires d'amitié. Le président Hamed a exprimé à son invité donc tous ses vœux de bonheur et de réussite et lui a souhaité un bon retour parmi les siens. Sport à présent, le match aller de qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar, qui a opposé hier au stade Gouled la sélection donc djiboutienne à celle de Swatani en Afrique australe. Donc c'est soldé par un score de 2-1 en faveur de la formation djiboutienne. Le public donc djiboutien était venu nombreux dans le stade Gouled pour soutenir les requins. Et les Djiboutiens sont venus massivement pour soutenir leurs compatriotes. Et lors de ce match, les requins djiboutiens et leurs adversaires ont disputé un match animé et plein de suspense, avec de nombreuses occasions de but. Le premier but a été marqué par les requins de Djibouti dans les prolongations de la première mi-temps. Et un but marqué sur penalty en 2 temps par le jeune numéro 9, Mahdi Mahabé. Au retour des vestiaires, l'équipe de Swatani égalise grâce au but du joueur Swatani, Sibonizo, à la 56e minute. Et pour autant, les requins n'ont rien lâché, encouragés par le public du stade qui soutenait l'équipe nationale à la 74e minute par donc Abdi Idlé Hamze qui marque le second but pour les requins, un but de la victoire qui permet donc à l'équipe de Djibouti de remporter le match aller pour la qualification au Mondial 2022. La prestation de requins de Djibouti était supérieure, donc rappelons-le, hier après-midi à celle des matchs précédents, ce qui a permis donc la victoire et les requins s'étaient bien préparés pour ce match avec un bon encadrement technique et l'encouragement de la fédération et des officiels, au premier desquels le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et pour le public donc en communion avec les requins et les supporters qui ont suivi donc le match et en direct sur la télévision nationale et sur la radio et sur les réseaux sociaux, la victoire du 4 septembre va rester donc dans les annales de l'histoire du football djiboutien. Les requins ne pouvaient mieux débuter la campagne des éliminatoires pour le mondial 2022 prévu au Qatar. Le match retour est prévu donc en Swatini et pouvait mieux débuter sa campagne dans ces éliminatoires.
Et le secrétaire d'État donc, qui a réagi suite à cette victoire de l'équipe nationale djiboutienne de football, principal artisan de la nouvelle politique pour redorer le blason du football national, auquel s'associent tous les membres du gouvernement, a félicité donc cette victoire de nos requins et a salué par la même occasion le travail colossal en amont effectué par le staff technique. On écoute le secrétaire d'État. Les félicitations reviennent d'abord aux joueurs, après à l'entraîneur. Je pense qu'il faut garder toujours pied sur terre. Il y a du chemin encore à faire. Nous n'avons pas atteint là où il fallait. Mais quand même, pour nous, aujourd'hui, comme le ministre de la Santé l'a dit, sincèrement, on est d'abord émus et fiers de cette équipe, de cette nouvelle équipe, de cette politique qu'on a mis en place avec la fédération. Et je pense qu'on va aller de l'avant. Avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Et aujourd'hui, ce qui m'a impressionné, c'était le fait d'être collectif, combattant sur le terrain. Bien qu'ils étaient beaucoup plus forts, vous avez utilisé votre force. Votre force était la vitesse et la souplesse. Alhamdoulilah, ça a payé et on pouvait encore marquer plus. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'entretien en direct que nous avons eu cet après-midi sur ce plateau avec l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Il n'aurait pas été entamé par un autre résultat. Celui des joueurs est forcément très bon. J'attendais cette victoire en match officiel depuis longtemps parce qu'on sent des joueurs qui étaient un petit peu crispés et voire certains traumatisés par le passé. Et donc cette victoire, j'espère, va leur donner beaucoup de confiance. En tout cas, les sourires étaient très larges sur les visages hier soir et la communion avec le public a donné beaucoup d'énergie positive aux joueurs. Alors, mis à part l'euphorie de cette victoire, cette toute jeune équipe, on va dire, nouvellement reconstituée, est-elle prête donc psychologiquement à aller défendre donc les couleurs à l'Eswatini? Parce que c'est un match à domicile, c'est bien avec les supporters, mais à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Oui, tout à fait, vous avez raison. Est-elle prête? Eh bien, on va le voir. C'est à elle de nous donner la réponse sur le terrain. Effectivement, c'est une équipe jeune, à peu près, on va dire, 50% de joueurs qui sont U23, donc moins de 23 ans. C'était mon souhait de faire une équipe à moitié jeune et à moitié encadrée par des anciens. Bon, les anciens ne sont pas non plus des joueurs trop âgés. Le plus âgé a 32 ans, le capitaine Waïs Daoud. Ils sont bien encadrés et l'objectif c'est évidemment qu'ils emmagasinent de l'expérience pour les années à venir. Vous aviez hier des joueurs de 19 ans, de 20 ans qui étaient sur la pelouse, ils sont l'avenir du football djiboutien. Mais il faut qu'ils participent le plus tôt possible de manière à ce qu'ils engrangent des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, afin de devenir de très bons joueurs quand ils auront 23, 24 ans, 25 ans. Alors, hormis les matchs officiels comme ce qu'on vient de voir, l'équipe aussi doit disputer plusieurs matchs amicaux afin de se préparer. Des matchs qui ne comptent pour rien, mais qui permettent à l'équipe d'être prête. Oui, effectivement, c'est une bonne analyse et c'est le problème que l'on a eu. On a disputé en fait qu'un seul match amical. Moi, j'ai véritablement commencé le travail au mois de mars, fin mars, avec cette équipe-là, enfin du moins avec 45 joueurs. Puis ensuite, j'ai rétréci le nombre de joueurs. Mais donc c'est un travail de 5 mois et les effets sont phénoménaux. Mais effectivement, nous n'avons fait qu'un match amical contre la Somalie fin juillet, juste avant d'avoir reçu l'Éthiopie en match officiel. C'était insuffisant, bien sûr. On a fait une opposition interne contre nos jeunes U20, mais c'est pas suffisant. Là, nous allons partir en stage au Qatar, 10 jours, et nous ferons là-bas des matchs amicaux contre des équipes qataries, ce qui va nous permettre d'asseoir un petit peu notre jeu et notre philosophie, parce que il faut apprendre un petit peu à gérer avec courage ce que je demande aux joueurs, et quand il y a l'émotion de la tribune, comme hier soir, certains sont très pris par cela, et donc il faut un peu de temps pour qu'ils arrivent à calmer un petit peu leurs nerfs, et ça vient avec l'accumulation des matchs. Des matchs, exactement. Et pensez-vous donc que cette jeune équipe pourra donc participer officiellement et de manière à ce qu'il remporte plusieurs matchs la Coupe du Monde, donc, puisque c'est la phase éliminatoire? On ne sait jamais. On ne sait jamais, bien sûr, oui. Il ne faut pas être fataliste. Il faut avoir aussi beaucoup d'humilité. Bon, moi, je bats contre le fatalisme depuis que je suis arrivé à Djibouti, c'est-à-dire on va perdre, c'est sûr qu'on va perdre, on est trop petit, on est trop maigre. Et ça, j'essaye d'inculquer aux joueurs que non, dans le football, c'est un sport merveilleux parce que c'est pas toujours le favori qui gagne et c'est pas toujours le plus fort qui gagne.
Maintenant, il faut aussi avoir beaucoup d'humilité. Cette victoire-là doit nous donner de la confiance, nous permettre de travailler sur nos points forts, parce qu'on a gagné sur nos points forts hier. Et cela nous a encore prouvé que cela était réalisable, que nous pouvons gagner des matchs et aller plus loin. Bien sûr, et contre une équipe constituée de joueurs qui morphologiquement et physiquement sont plus forts que nous. Voilà. Mais il reste le mental, la technique et l'aspect tactique sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Voilà. Maintenant, je ne veux pas me prononcer sur une participation éventuelle, que ce soit Coupe du Monde ou Cannes. Nous devons progresser étape par étape. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Et là, on est bien. On avance bien, on teste beaucoup de joueurs. L'état d'esprit est très bon. On est bien aidé par la fédération, par le ministère. Le public est là, donc c'est une bonne communion, parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas eu d'équipe pendant 2 ans. Donc on repart presque de zéro. Et toujours en nouvelles du pays, donc concernant la rentrée scolaire, à l'instar des établissements secondaires de la capitale, les autres régions et les lycées donc général et hôteliers ont repris le chemin de l'école. Donc au total, 530 élèves des lycées d'Arta, presque une cinquantaine d'enseignants qui ont repris les cours après les grandes vacances. La rentrée scolaire est un moment de joie, de retrouvailles pour les lycéens. Certains étaient accompagnés de leurs parents. Une forte délégation comprenant les autorités de la région d'Arta, le responsable régional de l'éducation ont supervisé donc cette rentrée dans l'établissement secondaire. Et contrairement aux autres régions, la capitale, les élèves de la région bénéficient donc des conditions climatiques favorables dans cette ville située à 40 km de la capitale et à environ 800 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer, avec un climat doux et agréable. La rentrée scolaire s'est également déroulée dans la région d'Obok. La rentrée fondamentale, les élèves du lycée général du LIC et de l'école Ar-Rahma ont repris les cours. Par ailleurs, les élèves réfugiés de l'établissement Markazi d'Obok sont aussi rentrés comme les autres établissements. Au total, c'est quelques 800 élèves de l'enseignement secondaire et technique qui ont repris le chemin des classes dans une bonne ambiance. Une délégation comprenant les autorités régionales administratives et éducatives ainsi que le responsable de l'école Ar-Rahma et celui du camp Markazi ont supervisé cette nouvelle rentrée des classes dans la région d'Obok. Fait divers donc pour clore l'actualité nationale, donc après avoir été stoppés dans la capitale, certains trafiquants des faux billets de banque, se croyant plus malins que les autres, se sont déplacés vers les régions de l'intérieur où ils pensaient pouvoir commettre leurs méfaits en toute impunité. Et c'était donc sans compter sur les agents de la gendarmerie nationale qui sont donc sur toute l'étendue du territoire. En effet, le haut commandement de la gendarmerie a renforcé les capacités opérationnelles des brigades des régions de l'intérieur en vue de stopper ce phénomène avant même qu'il ne s'installe dans une région. Et en effet, donc, 3 individus ont été originaires de la capitale, donc, ont été arrêtés en vue donc d'initier un trafic de faux billets de banque. Après des investigations, un premier trafiquant chargé d'écouler les faux billets sur le marché de la ville a été arrêté. Il était en possession d'une somme de 45 000 francs djibouti en faux billets. Immédiatement, 2 autres auteurs de cette affaire ont été interpellés et placés en garde à vue. Cette opération a permis la découverte d'une importante quantité d'argent et d'une imprimante en couleur également, avec laquelle ils imprimaient les faux billets et avant de les acheminer vers la région d'Ikil. Et compte tenu de la gravité donc des faits, les 3 auteurs impliqués dans cette affaire seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Encore une fois, le haut commandement de la gendarmerie nationale recommande aux commerçants et tenanciers de la place de bien veiller à l'authenticité des billets qui leur sont remis et rappelle aux délinquants que les lois de la République seront appliquées partout sur le sol national. En nouvelles du monde, à présent, le Qatar, pays organisateur de la Coupe du Monde de football 2022, a dévoilé le logo de son mondial ce mardi. Il a été projeté sur les façades de bâtiments à Doha à 22h22 heure locale, horaire qui reprend les chiffres 2022. Le design reprend la silhouette du célèbre trophée remis aux vainqueurs avec une forme qui rappelle donc un célèbre foulard traditionnel de l'Émirat, également utilisé dans de nombreux pays de la région. Selon le site internet de la FIFA, les ondulations de l'emblème font allusion aux dunes des déserts de sable si caractéristiques du pays hôte, tandis que sa forme est à la fois celle du chiffre 8, comme le nombre d'enceintes magnifiques qui accueilleront la compétition, et celle du symbole de l'infini qui vient souligner les innombrables interconnexions qu'implique la compétition. Les mots FIFA World Cup Qatar 2022, écrits dans une police arabisante spécialement créée pour l'occasion, accompagnent le logo. Le logo de la Coupe du Monde 2022 a été dévoilé simultanément dans de nombreuses
12 autres grandes villes à travers le monde, notamment à New York, Moscou, Londres, Paris ou encore Johannesburg en Afrique du Sud. Le match d'ouverture du mondial qatari est prévu le 21 novembre 2022 et la finale se jouera le 18 décembre à Doha, la capitale, Inch'Allah. Et enfin, le nouveau gouvernement italien donc a été formé. Giuseppe Conte a réuni les frères ennemis pour former son nouveau gouvernement. Le Premier ministre italien a rassemblé le mouvement 5 étoiles, le Parti démocrate, pour sceller cette coalition inédite. Au terme d'une crise politique qui aura duré près d'un mois, l'équipe devra prêter serment aujourd'hui avant d'être confirmée par le président dans les jours à venir. Le poids lourd du centre-gauche et du mouvement 5 étoiles se partageront les principaux portefeuilles. Le Parti démocrate met la main sur l'économie et la défense, tandis que le mouvement 5 étoiles garde dans son escarcelle, entre autres, la justice et l'environnement. Luigi Di Maio, l'ancien vice-président issu de la formation populiste, sera le prochain chef de la diplomatie. Le ministère de l'Intérieur, lui, revient à une ancienne préfète de Milan, sans étiquette, Luciana Lamorghese. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.